Bonsoir Pascal, je le disais, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va parler de ce livre que je vous montre. Hop, Commandant François Chanel, c'est chez M+, prix Cœur de France. Ça aussi, on va en parler parce qu'on ne se prive de rien dans cette émission. Mais avant de parler de ce livre, je te propose de faire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Un livre de chevet, ben, écoute, ce serait Madame Bovary de Flaubert. Pourquoi? Parce que j'adore Flaubert déjà, premièrement, c'est un de mes auteurs fétiches favoris. Et ensuite parce que je lui ai rendu hommage dans mon précédent livre qui s'appelait Exécution, dont tu as vu peut-être la couverture, qui date de 2022 et qui est en poche cette année, donc qui vient de sortir en poche, parce que dans Exécution, il y a beaucoup de références à Flaubert, et chaque tête de chapitre commence par une citation de Madame Bovary de Flaubert. Et après, il faut lire le livre pour comprendre pourquoi. Évidemment. Mais une sorte d'hommage que j'ai rendu à Gustave Flaubert à travers ce livre-là. Voilà. Et on en parlera aussi, je vous montrerai les couvertures juste après, mais oui, on a du budget, je vous le disais. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée ou autre chose, alors, un format, si j'étais un format, ce serait simple, ce serait un poche, parce que le poche, déjà on peut le lire partout, il se glisse partout, il se glisse chez les gens, on peut le mettre dans une poche, comme son nom l'indique, on peut le lire dans le train, on peut le lire partout. Et c'est le format que je préfère. Je fais beaucoup de salons du livre, comme tu sais peut-être, et c'est vrai que j'ai les grands formats et j'ai les poches. Mais les poches, bon, déjà il y a un prix plus attractif, et puis les gens adorent ça. Moi, je sais pas, je trouve ça a un côté magique. Et quand j'étais gosse, quand j'étais enfant, je lisais que des poches parce que ça coûtait moins cher. Voilà. Si tu étais une maison d'édition. Maison d'édition, bah, je sais pas laquelle je serais. Peut-être une maison d'édition, une grande maison, tu vois, mais en même temps une maison d'édition familiale où on peut s'appeler avec l'éditeur, ou quand j'ai une idée, je peux l'appeler, je peux le joindre facilement, tu vois, quelque chose de familial, quelque chose d'intime, ou même si on est dans une grande maison d'édition, pouvoir contacter l'éditeur assez facilement, tu vois. Si tu étais un rayon dans une librairie. Un rayon, bah, le rayon polar, thriller, bien sûr. Voilà. C'est ce que tu lis. C'est ce que je lis en ce moment. C'est pas toujours ce que j'ai lu dans le passé, bien sûr. Peut-être comme tu sais ou pas, je sais pas. J'ai écrit des romans à thème pendant quelques années aux éditions du Rocher. J'en ai fait pas mal. J'ai écrit le roman du parfum, le roman du café. Où là, j'étais pas du tout dans le polar ou le thriller. Tu vois, j'étais dans l'histoire des romans historiques. Et puis, j'ai toujours eu envie d'écrire des polars, d'écrire des thrillers. Toujours. Donc, j'avais fait un petit essai en 2012 avec un livre qui s'appelait À la folie. Et puis, ça n'avait pas tellement marché. Donc, je suis revenu à mes romans à thème. Et puis, en fait, c'est le confinement, c'est le Covid qui m'a redonné envie d'écrire, comme beaucoup d'écrivains, je pense. Et je suis revenu en 2021-2022 avec du polar. Mais j'ai toujours eu envie d'écrire du polar, mais du vrai polar. Et là, on y est. Il y a certains qui ont commencé à écrire ou qui ont recommencé, puis il y en a d'autres qui ont arrêté pendant le confinement. 2 salles, 2 ambiances. Salut David, je t'ai pas salué, mais je vois ton message maintenant. Bienvenue. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Oui, alors, quand j'ai écrit le roman du parfum, je vais te confier une anecdote qui est assez sympa, tu vas voir. Quand j'ai écrit le roman du parfum, on a essayé de faire des marque-pages parfumés pour donner une ambiance, tu vois, parce que c'était un livre sur l'histoire du parfum depuis les origines à nos jours. C'était un livre très documenté, un roman historique. Donc, on a voulu faire ça et ça n'a pas marché. Mais c'était il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait se faire beaucoup mieux pour conserver les odeurs du marque-page. J'aimerais bien refaire ça une fois dans ma vie. Ouais, un marque-page parfumé. Apparemment, on a des personnes intéressées. Hein, Grippine, c'est vrai qu'il y a sans doute moyen de... Je visualise comment faire. Il y a moyen. Je suis quasi sûr. Parce qu'il y a des jeux comme ça avec des odeurs, avec des petites capsules et des petits bouchons. Où on garde...
Voilà, il y a 10 ans, le livre est sorti en 2013. On a essayé de faire ça. J'en ai reçu quelques-uns. Je peux te dire qu'au bout d'une semaine, ça ne sentait plus rien. Ça ne plus rien. Mais le parfum s'était complètement évaporé et ça fait un flop, quoi. Tu veux, c'est dommage. Essayer. On garde. Si tu étais un personnage, lequel serais-tu? Un personnage de bande dessinée, un personnage de cinéma, un héros de... Tout ce que tu veux. Bah, j'aimerais bien être le commandant Chanel. J'aimerais bien, mais je ne suis pas le commandant Chanel. Je suis pas comme Flaubert, tu sais, qui dit Madame Bovary, c'est moi. Moi, je suis pas le Flaubert, voilà. Et je ne suis pas non plus le commandant Chanel. Mais j'aimerais bien être. Il est intéressant, ce commandant Chanel. Et comment qu'il est intéressant, on va en parler, on va faire les présentations hein, juste après. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu? Alors, j'écris au présent parce que je n'aime pas le passé. Parce que pour moi, le passé est dépassé, comme son nom l'indique, et le futur est illusoire. Donc j'aime bien le présent. Voilà. Mais j'aime bien aussi le subjonctif, le plus que parfait, etc., comme Salvador Mini, mais ça ne s'accorde pas trop avec les thrillers et les polars. Et là, il a raison. Il faut écrire au présent, pour marquer le temps, si tu veux, le temps actuel. Si tu étais la bande-son, par exemple, de ce livre, j'aime bien cette question. Si tu étais la bande-son du commandant François Chanel. Bande-son du commandant François Chanel. Alors, j'aimerais... ça dépend du livre, si tu veux, du commandant, parce que celui-là, ce serait un livre avec une bande-son un peu mystique, un peu ésotérique, tu vois. En même temps, de suspense, parce qu'il y a beaucoup de suspense, mais en même temps, on a un rapport avec l'ésotérisme, avec la magie noire, avec le vaudou. Tu vois, c'est un livre, quelque part, qui marque, parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis renseigné sur les techniques vaudou, la magie noire et tout ça. J'ai découvert des choses absolument hallucinantes que je ne soupçonnais pas, si tu veux, parce que je n'étais pas du tout intéressé à ce phénomène. Et lors de cette enquête, donc, qui est, je te le rappelle, basée sur des faits réels, le commandant François Chanel, qui ne s'appelle pas François Chanel, je tiens à le préciser, m'a confié des choses absolument incroyables qu'il a vues de ses propres yeux. Et j'ai été quand même très étonné. On va en reparler aussi juste après. Si tu étais un signe de ponctuation. Alors, un signe de ponctuation, je vais te répondre par les 3 petits points qui se terminent, les points de suspension, parce que j'espère que cette histoire avec le commandant Chanel n'est jamais terminée et qu'on aura plein d'autres aventures, plein d'autres enquêtes à vivre à différentes époques, parce que j'aime bien aussi ce côté-là, tu vois, de pouvoir remonter dans le passé pour pouvoir mieux comprendre l'avenir. Et un de mes prochains Chanel, parce que là, le prochain que je suis en train d'écrire, qui sortira l'année prochaine, ça se passe en 2017, donc on est avant encore le déménagement du Quai des Orfèvres, et c'est un serial killer on découvre des cadavres qu'on repêche dans la Seine avec aucun indice, aucun ADN, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais le prochain Chanel, c'est celui d'après, je vais remonter à 1978, au tout début, aux origines du commandant François Chanel, qui n'était à l'époque que sous-lieutenant. Voilà, inspecteur, parce qu'à l'époque, c'était simple. Tout un programme. Petit dernier pour la route, si tu étais un verbe. Un verbe. Écoute, je serais le verbe aimer, parce que j'aime beaucoup, j'aime tout, j'aime les gens, j'aime les êtres, j'aime les aventures, j'aime l'inconnu. Oui, le verbe aimer, ça me colle bien. Alors, en parlant d'inconnu, j'ai envie de vous faire un petit plaisir, mais on verra si la technique suit. Surprise, je vous propose, parce que N+, nous a fait un petit teaser de ce livre Commandant François Chanel, je vous propose qu'on le regarde ensemble, on va pas bouder notre plaisir, et avec un peu de chance, ça va fonctionner. Alors, attendez. On va faire comme ça, et puis je vais vous le diffuser, je vais couper la musique, ce sera toujours plus sympathique.
Ah, mais une musique angoissante. Elle est pas mal, la musique. En voyage, Colmar, Paris. En librairie, bah ça donne envie ce genre de petit teaser. Hein. J'espère. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a plu. Et M+, ils font ça. Ils font ça à chaque fois. Ils avaient déjà fait une bande-annonce pour Exécution. Et là, ils m'ont fait une annonce pour Le Commandant. Et j'aime bien. Ils ont progressé dans leur façon de faire des clips, de faire des clips vidéo. Ils ont progressé un petit peu dans la technique, dans la musique, dans la présentation, et je trouve ça pas mal. Je trouve que ça donne envie, tu vois, de lire le livre. Et c'est presque l'annonce d'une série Netflix un petit peu, tu vois. J'ai bien aimé. Et on va enchaîner avec la question la plus originale du monde. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman dont on vient de voir cette bande-annonce, Commandant François Chanel? Que peux-tu nous en dire sans trop en dire? Parce qu'il faut garder le plaisir, on est sur du polar, donc évidemment vous aurez des surprises, mais que peut-on en dire pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi parle ce roman? Alors, c'est un roman, en fait, c'est un cambriolage qui tourne très mal, qui tourne mal parce que la personne, il y a deux cambrioleurs qui arrivent au mois de juin, juillet, pendant les vacances. Ça se passe en 2015 parce que j'ai voulu que l'action se passe en 2015 parce que je voulais que ça se passe au Quai des Orfèvres. Et comme tu sais peut-être ou pas, je sais pas, le Quai des Orfèvres a déménagé, il se retrouve maintenant au 36 rue Bastion. Ça s'est passé en août 2017. Donc je voulais retrouver la magie du Quai des Orfèvres avec ce qu'on appelle la boîte, que les anciens appelaient la boîte. D'ailleurs, ça tombe bien parce que ton émission s'appelle La Boîte. Et donc ça se passe, j'ai fait passer l'action en 2015. Et donc c'est un cambriolage qui tourne mal. Et la personne est retrouvée, elle s'appelle Alban, et elle est retrouvée morte avec 5 balles sur le corps, 5 balles dans la peau. Et donc on se pose la question, bien sûr, on soupçonne les cambrioleurs dans un premier temps, et on s'aperçoit que c'est pas du tout eux qui ont réalisé ce crime-là. Et on s'enfonce un peu dans le passé de la victime, et on découvre quelques pages plus loin que cette femme qui est retrouvée morte, c'est la veuve d'un ancien préfet sous Jacques Chirac. C'est pour ça que j'ai situé l'action en 2015, parce que je ne voulais pas remonter trop loin vis-à-vis de cette époque. Et donc, on s'aperçoit pourquoi le préfêt, l'ancien préfet a été assassiné 6 mois plus tôt, et 6 mois plus tard, c'est son épouse qu'on retrouve morte dans ce luxueux appartement de Paris, au centre de Paris. Mais vraiment un quartier très chic et très luxueux. Voilà, et l'enquête, donc on confie l'enquête à ce commandant François Chanel, et lui s'enfonce dans le passé de la victime, mais il va essayer de découvrir des indices, et ça va l'amener sur tout un tas de choses, parce qu'on va s'apercevoir que cet ancien préfet était un collectionneur d'art africain, et notamment ce qu'on appelait l'art nègre, et qui possédait des statuettes et des masques africains de très grande valeur. Voilà. Et là, il y a un petit côté politique avec l'époque où les hommes politiques allaient beaucoup en Afrique pour chercher des statuettes, des choses qui valaient de l'argent. Et voilà, donc beaucoup de choses très intéressantes à ce niveau-là, au niveau de la France-Afrique, etc. Bien que ce ne soit pas du tout un livre politique, mais j'ai eu envie de donner mon avis là-dessus un petit peu. Il y a un contexte, et on l'utilise. Agrippi nous dit, c'est accrocheur comme clip, donc bien joué, en plus Anita nous dit, c'est sympa cette mise en bouche, et puis Kiko réagit, c'est bien de faire attention aux détails dans les dates, parce que, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des auteurs qui n'y font pas attention, et les lecteurs sortent du bouquin à cause de ça, et donc c'est appréciable quand on est Kikopédia.
icônes pointues sur des dates, sur des figures emblématiques de la politique. Malgré tout, parce qu'on me pose la question en t'écoutant faire le résumé, on n'est pas obligé de connaître le côté historique politique française pour apprécier le roman. C'est parce qu'on pourrait croire qu'il faut se dire, ok, il faut que je sache qui était Premier ministre, à quelle date, etc. C'est un contexte, mais on peut rassurer les gens, je pense, qui nous écoutent. Oui, les gens, c'est avant tout un vrai polar parisien, comme on savait les faire il y a quelques années. Et puis ça s'est perdu un petit peu parce que on est passé à du polar suédois ou du thriller nordique, etc. Et c'est un peu dommage. Et je trouve que les auteurs français au niveau du polar et même du thriller, ils ont des choses à dire et c'est bien qu'on écrive encore des choses sur des vrais polars français. Voilà. Et il y a plein d'auteurs qui méritent vraiment le détour. Et Anita dit, la couverture tire sur le bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est une coïncidence? Ah oui, là c'est vraiment une coïncidence parce que je voulais. Donc c'est bien la gare de Lyon. Hein, je tiens à le préciser aussi parce que quand je fais des salons, on me dit tiens c'est la Tour de Londres. Pas du tout. C'est bien la gare de Lyon. Donc l'intrigue se passe. Il y a une grande partie de l'intrigue qui se passe à la gare de Lyon à Paris. Et il y a une scène avec au Train Bleu au restaurant. Il y a une poursuite au restaurant Le Train Bleu qui se situe dans le 12e arrondissement. Donc où je suis allé. Bien sûr, tous les lieux que je décris dans le livre, je les connais bien, je les ai visités, le Quai des Orfèvres, je l'ai visité avec notre ami commandant à l'époque. Donc, ce sont des lieux que je connais bien. Et je fais très attention aux dates, c'est vrai, parce que je ne veux pas. Souvent, je vois des séries télévisées, j'en ai encore vu une ce soir là, où il y a encore des erreurs, et ça me je dis, mais quand même, le rôle d'un écrivain aussi, c'est aussi un travail de recherche. Hein. Il faut aller sur place, il faut se renseigner, il faut prendre des photos, il faut noter, quand on décrit des lieux aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Et bonsoir à tous les gens qui nous rejoignent, vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir. Bonsoir Nelly, salut Oli Oli Boîte, bonsoir à toutes et à tous. Le belge qui dit, il est parmi nous. Zut, qui a une question. François Chanel est-il votre héros récurrent? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait un premier livre en 2022 qui s'appelait Exécution, où là, c'est une enquête, c'est un avocat pervers, très pervers d'ailleurs, qui est retrouvé assassiné dans les sous-sols du palais de justice à Paris, dans les sous-sols du parking Indigo, donc parking du palais de justice. Il y a toute une enquête là-dessus. Et c'était déjà François Chanel. François Chanel revient aujourd'hui en 2023 avec une enquête sous fond de sorcellerie, de magie noire, de magie vaudou. Et l'année prochaine, il reviendra encore, parce que je suis en train d'écrire le troisième tome. Et puis l'année d'après, j'espère qu'il reviendra encore si le public me suit. Voilà. Et avec M+, on a fait un partenariat vraiment où je ne dois écrire que des Chanel. Alors, si j'ai envie d'écrire autre chose, bon, faut que mais Chanel, ça me prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Je voyais dans l'avant-propos de ce livre qu'il est né d'une manière un peu originale. Comment t'es venue l'idée de ce livre? Est-ce qu'on peut raconter ça aux personnes qui nous écoutent? On peut raconter ça parce que c'est une histoire vraie, donc je peux la raconter. D'ailleurs, je la raconte dans l'avant-propos et c'est bien que tu aies pu noter ça. Tu vois tout, hein, c'est incroyable. Bravo, Frédéric. Alors, effectivement... Des années d'expérience pour en arriver là. Ah oui, certainement. Alors, cette histoire avec donc ce commandant François Chanel, en fait, ça part d'une histoire vraie. Ça se passe en 2014 ou 2015 et je suis à Paris et je dîne dans un restaurant qui s'appelle Chez Paul, qui se trouve place Dauphine. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, place Dauphine, c'est en face du Quai des Orfèvres, c'est à côté du Palais de Justice et c'est un très beau restaurant. Et à côté, il y avait il y a toujours d'ailleurs, mais il y avait l'appartement de Montan-Signoret qui s'appelait La Roulotte. Tu vois, c'est un lieu, c'est en face de la Samaritaine. C'est vraiment dans Paris centre. Et je dîne là, tout seul, et j'ai posé sur la table un livre que j'ai signé 2-3 ans auparavant, qui s'appelait À la folie, qui était mon premier thriller, publié chez France Empire. Et j'ai le livre à côté. Et il y a un monsieur qui vient, qui me sourit, qui vient à ma table, je dînais seul ce jour-là, j'étais seul.
Et il me dit, mais c'est vous qui avez écrit ce livre? Je dis, oui, oui, c'est moi, l'auteur. Il me dit, vous êtes écrivain? Je dis, oui, je suis écrivain. J'ai écrit le roman du café, le roman du parfum, puis je me suis essayé un peu au thriller. Il me dit, ben moi, je suis policier, je suis commandant de police. Je dis, ah bon, très bien. Et je dis, vous travaillez où? Il me dit, il me montre, et il me dit, juste en face. Et on a fait connaissance. Donc, on a fait connaissance. Il m'a dit, moi, j'ai toujours eu envie d'écrire et je n'ai pas eu le temps d'écrire et puis j'en ai pas le talent. Vous avez écrit, j'aimerais bien lire votre livre, est-ce que je peux vous l'acheter? Je lui ai dit, écoutez, je vous l'offre. Donc, j'ai lui offert le bouquin et puis je lui ai laissé mon téléphone et puis quelques temps après, il m'a rappelé en me disant que vous écrivez très bien, j'aimerais bien beaucoup vous raconter les enquêtes et est-ce que ça vous intéresserait de les mettre en écriture, etc. Je lui ai dit, bah, avec plaisir, comme ça, je collerai vraiment dans le réalisme parce que moi, ce qui me manquait, c'était ça, c'était le réalisme. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux vous demander une faveur? Il me dit, oui, ben, je lui ai dit, j'aimerais bien visiter le Quai des Orfèvres, et puis j'aimerais bien passer quelques heures avec vous, mais au sein du Quai des Orfèvres. Pas de problème. Et donc, je suis resté quelques jours même au Quai des Orfèvres. J'ai vu les lieux, pour ça je l'ai décrit dans le livre, etc. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Donc, j'ai bien aimé, j'étais au plus près, en fait, d'une enquête de François Chanel, qui ne s'appelle pas Chanel, parce que la seule chose qu'il m'a demandé, quand on s'est quitté, c'est écoutez, si on travaille ensemble, si on passe du temps ensemble, j'aimerais bien que vous mettiez en écriture certaines de mes enquêtes. Il y a une chose que je vous demande, c'est de taire mon nom et de m'inventer un nom par souci de confidentialité, déjà vis-à-vis de la police, vis-à-vis de mon service, et ensuite vis-à-vis des gens. Voilà, il ne veut pas qu'on dise son nom, etc. Donc voilà, donc on a fait une première enquête qui s'appelait Exécution, qui est basée sur des faits réels, et puis une deuxième enquête, Commandant Chanel, basée également sur des faits réels. Voilà. Un braquage étrange, avec une propriétaire qui l'est tout autant, puisé dans les enquêtes de ce commandant dont on ne dira pas le nom. Il y a moyen de le retrouver, je parie, si on cherche un peu en recoupant les enquêtes, etc. Mais... Déjà, il ne s'appelle pas François, il ne s'appelle pas Chanel, et aujourd'hui, il est à la retraite. Donc, ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Mais quelle est la part de fiction et de faits réels dans ce livre? Parce qu'on parlait, du coup, de s'inspirer de choses qui ont existé, mais est-ce qu'il y a une part de fiction, malgré tout, dans le livre? Bien sûr, il y a une part de fiction, il y a une part de réel. Il y a, disons, allez, 70% de réalisme et puis 30% de fiction. Parce que les enquêtes de police que j'ai pu voir, lesquelles j'ai vécu, les moments passés avec le commandant, il y a énormément de moments d'attente, de moments de lenteur dans une enquête de police. Ça bouge pas toujours. Il y a beaucoup de mouvements, de moments où il se passe rien, de moments où on attend les résultats d'un ADN ou les résultats d'une autopsie, et il se passe rien. Donc ces moments-là où ça peut passer dans la vie réelle, mais dans un livre ou dans un film, ça passe pas. Il faut qu'il se passe des choses, il faut que ce soit toujours en mouvement, il faut que ça bouge tout le temps un polar, jusqu'à la fin, jusqu'à la délivrance finale. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric? Tu vois ce que bien sûr, oui, évidemment. Ici, sur Twitch, on est presque obligé. Et merci pour le follow, Al Hall. Je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'anglaise. Dans toutes les histoires qu'il a bien voulu partager, dans toutes ces enquêtes, pourquoi avoir choisi de parler de celle-là en particulier et d'en faire un roman? Parce que j'imagine qu'il faut choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et donc, j'imagine que c'est un choix parmi plusieurs enquêtes. Pourquoi avoir choisi celle qu'on retrouve dans ce livre, Commandant François Chanel? Et je note vos questions au passage, ne vous inquiétez pas. On y arrive. Alors, déjà, il faut que ce soit une enquête qui a été peu médiatisée, parce qu'on ne peut pas parler de choses qui ont été très médiatisées à la télé, etc. C'est un petit peu, bon, il y a des gens qui sont en cause, etc. On ne peut pas parler de ça. Donc, ce sont des enquêtes qui ont été peu médiatisées, dont on a très peu parlé à la télévision ou à la radio, déjà, premièrement. Et ensuite, il faut que ce soit des enquêtes intéressantes, parce qu'il y a des enquêtes qui sont laborieuses ou des cold cases sur lesquelles on découvre il ne se passe rien, etc. Et puis moi, j'ai bien aimé celle-là parce que ça,
Moi, j'aime l'aventure, j'aime l'inconnu, j'aime la magie, j'aime l'ésotérisme. Et là, j'ai bien aimé travailler autour de ça. Là, ça m'a vraiment intéressé. Parce que là, j'ai fait des recherches après. C'est-à-dire qu'on a parlé de ça avec le commandant. Il m'a raconté cette enquête. Et moi, derrière, je suis allé fouiller. J'ai rencontré un magicien vaudou. J'ai voyagé. Je suis allé à Colmar parce qu'il y a une scène qui se passe à Colmar. Donc, j'ai visité la ville, j'ai visité Colmar et j'ai bien aimé. Donc, tous les lieux que je décris, bah, je les ai vus, je les ai visités. Et d'ailleurs, les lecteurs pourront y aller parce que ils existent vraiment. Et ça, ça me plaît. J'aime bien travailler comme ça. Je travaille un peu comme un journaliste, comme un reporter, tu vois. Et j'aime bien. Et cette enquête m'a vraiment intéressé parce que là, on est un peu dans le surnaturel, etc. Et en même temps, on est dans le réalisme avec des événements qui se sont vraiment passés. Et avec, j'ai bien aimé aussi travailler sur le trafic d'objets d'art, tu vois. Ça m'a vraiment intéressé. Ces statuettes africaines que tu peux retrouver chez des marchands d'art, rue Jacques Caillot. Il y a une scène dans le livre où je parle d'un expert rue Jacques Caillot. Le lecteur pourra aller rue Jacques Caillot. Il existe bien cet expert en art africain. Voilà. Dans l'enquête, puisqu'on est en train de parler de ça, souci du détail, on a compris, des procédures, comment se sont passées les recherches? Donc des visites, ça c'est sûr, et puis des rencontres. Il y a ce sorcier vaudou. Je ne sais pas si tu as une anecdote, par exemple, à nous raconter. On aime bien les anecdotes ici, mais est-ce qu'il y a aussi des livres, des articles, peut-être, vu on est sur... il y a presque 10 ans maintenant. Comment on cherche quand on doit remonter 10 ans en arrière? Puisque tu parlais d'un travail de reporter. Déjà, on recherche des coupures de presse, des articles de presse. On va aussi à la bibliothèque pour voir dans les journaux s'il y a eu des articles en 2015, etc., pour situer un peu le contexte politique aussi de l'époque. Et puis, surtout, on travaille. Moi, j'ai travaillé sur les marchands d'art. Donc, je suis allé rencontrer un marchand d'art, Jacques Caillot. Je lui ai posé des questions sur les statuettes africaines, comment ça se passe, quel prix, combien que ça coûte, etc. Et j'ai découvert des choses mais absolument incroyables, absolument incroyables. C'est vraiment des recherches historiques que j'ai faites. Et pour te dire un exemple, par exemple, entre 1905 et 1910, des groupes de peintres et artistes à l'époque, c'était à Paris, hein, se sont lassés des canons et des modèles traditionnels de l'art occidental pour découvrir pour la première fois les statues et les masques africains, qui étaient considérés, si tu veux, à l'époque comme des fétiches et non, pas du tout comme des objets d'art. Et aujourd'hui, depuis les années 20, tu as des ventes chaque année chez Sotheby's, chez Christie's, et tu as la dernière statuette que j'ai vue chez Sotheby's aux États-Unis, s'est vendue une statuette africaine. J'ai le prix là, ça m'a halluciné. C'était un masque Sénoufo de Côte d'Ivoire qui s'est vendu quand même 452 450 €. Tu vois. Mais la plus grosse vente, c'était la statue Sénoufo à Sotheby's à New York d'une femme débellée. Donc débellée, c'est une statuette féminine. Elle s'est vendue 12 millions d'euros. Donc tu vois, on est dans quelque chose, on n'est pas loin de la peinture, de la grande peinture. Les arts africains comme ça, c'est une passion initialement, ou alors une occasion d'en apprendre plus par l'intermédiaire de ce livre à écrire? C'était quoi pour toi, ces arts Oui, c'était pas une passion à l'origine. J'ai pas la passion de l'art africain, qu'on appelait avant l'art nègre. Aujourd'hui, on a appelé l'art primitif. Et maintenant, on appelle ça l'art africain traditionnel. C'est pas une passion première, mais ça m'a intéressé pour cette enquête parce que justement, réellement, il s'est passé donc ce commandant donc Chanel, je reprends encore, ce commandant François Chanel m'a raconté une enquête où il a eu à travailler là-dessus, donc ça m'a intéressé, donc je me suis intéressé à ça, j'ai rencontré des experts, je suis allé à des ventes aux enchères, des petites ventes, hein, je suis pas allé chez Sotheby's ni chez Christie's, mais je suis allé à une ou deux ventes à Drouot.
j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu le prix des choses, et là, j'ai compris, j'ai dit, oh là là, on cherche des choses quand même de grande valeur, de grande valeur. Donc voilà, c'est pas une passion première, mais ça m'a intéressé, puisque tout m'intéresse. Tu sais, je suis comme un journaliste à l'affût de la moindre information. Tu dirais quoi du musée du Quai Branly aux personnes qui ne le connaissent pas, puisqu'on passe par là, dans les pages de ce livre. Puis c'est l'occasion de parcourir des lieux, tu le disais, que les lecteurs pourront revoir. Mais tu dirais quoi à quelqu'un pour donner envie d'y aller? Toi qui l'as visité. Découvrir des choses. Alors, le musée du Quai Branly, aujourd'hui, qui s'appelait avant, qui est le musée de Jacques Chirac, en fait, et qui s'appelait avant le musée des arts primitifs ou le musée des arts premiers. Ils ont changé le nom parce qu'il y avait quelque chose de négatif, donc ils ont appelé ça le musée du Quai Branly maintenant, aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple. C'est un musée qui est assez étonnant. Moi, je l'ai visité il y a quelques années et je conseille à tous les gens qui ont l'occasion d'y aller parce que là, ils vont avoir une approche différente de l'art. Ils vont découvrir des choses absolument extraordinaires. Et on va aussi découvrir que nous, les Occidentaux, eh bien, on n'a rien inventé non plus dans le domaine de l'art, que bien avant notre civilisation, il y avait des choses formidables, il y avait des artistes formidables, il y avait des sculpteurs formidables, il y avait des peintres formidables. Et il faut absolument voir ce lieu, découvrir ce lieu pour sortir un peu des sentiers battus des musées traditionnels parisiens ou français. Et il est bon d'aller un peu dénicher des choses qui vont vous étonner. C'est un musée qui est très étonnant, le musée du Quai Branly. Donc, allez au musée du Quai Branly avec le commandant Chanel. Voilà. Comme ça, vous allez découvrir des choses très intéressantes parce que tous les lieux existent. Je parle du musée du Quai Branly dans le livre. Et il y a des références et vous pouvez aller sur place pour vérifier mes références. Question de Zutrezut, est-il possible de lire Commandant François Chanel sans avoir lu le livre précédent? On en parlera en fin de live, le roman précédent. Comme ça, on fait les choses dans plus ou moins l'ordre, ou pas. Mais est-ce qu'on peut lire ce livre en one-shot, comme on dit si bien? Il vaut mieux commencer par ce livre, je vais même dire le contraire, donc c'est génial. Il vaut mieux commencer par Commandant François Chanel parce que les faits se déroulent en 2015 et dans Exécution, donc le livre que j'ai écrit l'année dernière, les faits se déroulent en 2016. Donc il est bon de commencer par le commandant et après de lire Exécution. Voilà. Et en parlant de ce commandant, est-ce que tu peux nous présenter François Chanel? Parce qu'on parle de lui depuis quelques minutes maintenant, mais est-ce que tu pourrais nous le présenter? Alors, François Chanel, c'est un homme c'est un flic, mais qui est très atypique, hein, parce que j'en avais un peu assez. Et là, je me suis vraiment, j'étais content de le rencontrer, ce commandant, parce que vraiment, il m'a fait découvrir la police sous un jour nouveau, voilà, la crime sous un jour nouveau, parce que depuis des années, on voit dans les séries télé, dans les livres, des policiers qui sont alcooliques, drogués, corrompus, mal habillés. Enfin bon, ils ont tous les défauts du monde. Et mon commandant Chanel, eh ben, lui, il dénote parce que c'est quelqu'un de très élégant. Il s'habille bien, il est très élégant, il parle bien. Voilà, c'est quelqu'un de solide, quelqu'un de franc, quelqu'un qui a le regard, il vous regarde dans les yeux quand il vous dit bonjour. Mais bon, il a un petit défaut, c'est qu'il est un peu misogyne. Il est un peu misogyne, mais au fur et à mesure des livres, il s'améliore. Il devient de moins en moins misogyne. Voilà, mais c'est quelqu'un de grand, de posé, d'assez mastoc, d'assez imposant. Voilà, la carrure solide. Un taiseux aussi. Il parle pas beaucoup, Chanel. Il a suivi les voies de la police, mais pas par il n'est pas passé inspecteur, après passé le concours de commissaire, etc. Il a une licence en psychologie, il est morphopsychologue. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec son esprit. C'est très important pour lui, la morphologie, la psychologie, c'est très important. Il travaille beaucoup avec ça. Mais c'est pas quelqu'un qui s'exprime. D'ailleurs, il déteste s'exprimer en public, comme peut-être tu as vu dans les premiers. Il aime pas. Voilà. C'est quelqu'un. Le discours est particulier. Voilà,
Et puis là, dans le livre, je sais pas, il doit avoir 55 ans, 58 ans, il est proche de la retraite, hein, François Chanel. Il est proche de la retraite et d'ailleurs, il ne sait pas s'il va aller travailler au rue de Bastion parce que pour lui, le Quai des Orfèvres, c'est quelque chose de mythique. Et comme tu sais, ils ont déménagé en août 2017. Ils sont partis rue de Bastion maintenant. Donc moi, mes prochains romans, je ne sais pas si je vais les... Déjà, le prochain, il se passera encore au Quai des Orfèvres. Et puis celui d'après, il se passera en 78, c'est sûr. Et celui d'après, ben, je ne sais pas, peut-être qu'il se passera rue de Bastion. Il faudra bien que je lui fasse à cette rue de Bastion. Alors tu le disais, hein, Chanel n'apprécie pas trop de travailler avec des femmes. Je me disais, il y a quand même mieux pour rendre un personnage sympathique. Tu crois pas? C'est un milieu misogyne, la police? Parce que, surtout un personnage récurrent, si on essaie de le faire apprécier des lectrices et des lecteurs, il y a plus sympa que cette entrée en matière-là. C'est un risque quand même malgré tout, mais est-ce que c'est le milieu qui est comme ça, de ce que tu as vu, visiblement? Déjà, d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vu, oui, c'est un milieu qui est un peu misogyne quand même. Mais comme Chanel, il a tendance à s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, tu as des femmes qui dirigent des services. D'ailleurs, dans mon livre, il y a celle qu'on appelle Mademoiselle Maigret. Elle dirige le service. Hein. Peut-être pas dans ce livre-là, mais dans Exécution. Excuse-moi, parce que je fais le parallèle des deux. Mais aujourd'hui, pendant des années, il y a eu une femme qui a dirigé le service, effectivement, de la crime au Quai des Orfèvres, une commissaire. Et donc, ça a tendance à s'améliorer un petit peu, mais il faut bien que mon commissaire, il ait un petit peu de défaut parce que je te dis, il est ni alcoolique, il ne fume pas, il ne boit pas, il se drogue pas, il prend pas de cachet pour dormir le soir, il n'est pas, voilà, il n'est pas bizarre, il est tout à fait normal, il s'habille bien, il parle bien. Il fallait bien qu'il ait un petit peu de défaut parce que sinon, c'est pas. Donc voilà, il est un peu misogyne. Voilà. Mais il s'améliore, je te dis, au fur et à mesure des livres. Comment as-tu choisi le nom Chanel en demandant dans Alors la salle? ça c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil que je me suis fait à moi-même. Je me suis vachement amusé avec ça. Et puis j'ai eu peur d'avoir des problèmes, mais finalement j'en ai pas eu. Mais j'avais écrit le roman du parfum il y a quelques années. Parlait beaucoup des marques, de Chanel, de Dior, de Guerlain, tout ça. Et puis, comme je ne savais pas comment l'appeler mon commandant, ben, je l'ai appelé Chanel. C'est un petit clin d'œil au roman du parfum. Voilà, tout simplement. Alors, tu parlais aussi du 36, qui est des Orfèvres, qui s'appelle La Boîte en interne aussi. C'est pas la même que moi. Ça représente quoi pour toi, ce 36 qui est des Orfèvres, dans ton histoire? C'est un lieu mythique, c'est un lieu... Tu te rends compte que c'est le lieu où ils ont arrêté tous les plus grands criminels du XXe siècle. Tu te rends compte, c'est absolument pas les plus grands criminels français du XXe siècle. Toi, tu es en Belgique. Mais quand même, c'est quand même un lieu. Ils ont arrêté Landru, là, dans ce Quai des Orfèvres. Ils ont arrêté la bande à Bono. Ils ont arrêté le gang des Tractions. Ils ont arrêté Serge Paulin. Ils ont arrêté. Enfin bon, tous les plus grands criminels ont été Guy Georges est passé par le Quai des Orfèvres aussi. Les frères Zemmour, les fameux proxénètes de Paris des années 50, ils sont aussi passés. Enfin bon, tout un tas Landru, on en a parlé. Le docteur Petiot également est passé par le Quai des Orfèvres. Tu vois, c'est un lieu vraiment, vraiment mythique. Pour moi, c'est un lieu mythique. Et tous les films que j'ai pu voir étant enfant se passaient toujours au Quai des Orfèvres. Et tous les Maigret de Sinon se passaient au Quai des Orfèvres. Enfin, tu vois, c'est vraiment le lieu mythique. C'est pour ça que tous les anciens l'appelaient la boîte. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure des années, les bureaux étaient complètement délabrés. Il y avait des fils partout qui traînaient dans les bureaux. Enfin, c'était vraiment dégueulasse, à bout de souffle. Il fallait vraiment construire un autre lieu pour la police. Ils l'ont fait rue du Bastion, mais bon, ça n'a plus le charme du Quai des Orfèvres. Voilà. Pour moi, c'est mythique parce que c'est toutes les scènes des films policiers que j'ai pu voir étant enfant. Ça se passait au Quai des Orfèvres. Enfin, tu vois. Et tu vises le prix Quai des Orfèvres?
Alors, je ne peux pas viser le prix de Quai des Orfèvres. Mais non, tu n'as pas de... Je ne sais pas ce que tu as comme métier, c'est pour ça que je pose la question tout à fait innocemment. Ouais. Il faut avoir travaillé, je pense... Non, c'est pas ça, c'est que pour je ne connais plus les critères, tiens, du prix. Je vais te les dire parce que j'ai postulé il y a quelques années justement à ce prix. Et alors, pour postuler à ce prix Quai des Orfèvres, qui existe donc depuis 1946, je crois, il faut avoir écrit un manuscrit inédit. Donc, il ne faut absolument pas qu'il soit publié dans une maison d'édition. Il faut que ce soit un manuscrit. Il faut envoyer un manuscrit. Et à partir de ce moment-là, il y a un comité de lecture. Ce sont des anciens de la police en général. Et c'est décerné tous les ans. Tous les ans, il y a un prix Quai des Orfèvres. Il y a un prix à 770 €. Donc, tu vois, c'est pas extraordinaire. Mais il y a surtout l'opportunité pour le gagnant du prix d'être publié chez Fayard avec un tirage à 50 000 exemplaires. Donc, tu vois, c'est plutôt alléchant comme truc. Et j'ai un ami qui l'a eu, le prix Quai des Orfèvres. Moi, je ne peux pas l'avoir parce que je suis déjà publié chez M+, donc ils ne vont pas retenir mon histoire. Il faut que ce soit un manuscrit complètement inédit. C'est quoi le prix Cœur de France, le bandeau qu'on voit sur la couve? Le prix Cœur de France, c'est un prix que j'ai eu au Festival de Limoges, qui s'appelle le prix Cœur de France, au cœur de la France. Et c'est un prix de festival et que ça récompense le meilleur polar du festival. Et c'est sympa. Et j'ai eu ce petit prix. J'ai reçu une petite assiette de porcelaine de Limoges. Et ça a été très sympa. Et on en a vendu beaucoup à Limoges, justement, au festival de Limoges. Voilà. Je vous l'ai promis, je tiens toujours mes promesses. Chanel est un personnage récurrent. Peux-tu nous dire un mot de ton roman Exécution? Je vais mettre la couverture pour les gens qui aiment voir les couvertures. Mais oui, vous avez raison, Exécution chez M+, également. De quoi parle ce livre? Dis-nous tout. Alors, ce livre Exécution qui est sorti en grand format en 2022. Donc là, je ne sais pas si c'est le grand format ou c'est le... Attends, je regarde. Oui, c'est le grand format. C'est le grand format, ça, oui. Il vient de sortir en poche, là, au mois de juillet. Donc, on peut le retrouver en poche, en format poche. C'est pour ça que j'aime bien ce format poche, parce que ça donne aussi... tout à l'heure, on parlait des formats. Tu me dis quel format tu préfères. J'aime bien le poche parce que aussi, ça permet une deuxième vie à un livre. Quand il est sorti en grand format, qu'il a eu un certain succès, il s'est bien vendu, etc., après, c'est un petit rappel. Et c'est bien de l'éditeur, tu vois, c'est bien Marc Dutheil, parce que quand il a sorti Mon commandant Chanel, il a sorti Mon petite exécution en poche. Donc, ça fait aussi, comme c'est le même personnage chez le commandant, on le retrouve dans deux endroits différents. Donc, c'est pas mal. Et ça donne une deuxième vie au livre. Alors, Exécution, c'est toujours donc, Mon commandant François Chanel. Et là, cette fois-ci, c'est un grand avocat qui est retrouvé, un avocat de la Cour de cassation, qui est retrouvé mort dans les sous-sols du parking Indigo du palais de justice à Paris. Voilà, il y a très peu d'indices, sauf qu'il est mutilé des 3 doigts en plus. Et on se pose la question, pourquoi a-t-il été assassiné? Qui est l'auteur du crime? Quels sont les auteurs du crime? Et pourquoi a-t-il été assassiné? Cet avocat, qui est un grand avocat, je le rappelle, de la Cour de cassation de Paris, et qui est quelqu'un de très connu, très influent, qui a beaucoup de clients importants, des laboratoires suisses, etc. On apprend par la suite que c'est quelqu'un de pas très clair. Et en fait, sa mort, c'est quelque chose qui n'est pas... on n'est pas mécontent, en fait, qu'il soit assassiné, parce que je trouve que c'est un grand pervers. C'est un grand pervers et un fétichiste. On va le découvrir après par la suite, mais voilà. Donc, j'en dis pas plus parce que c'est un livre c'est un livre qui est très actuel, qui est vraiment dans la période d'aujourd'hui. Ça se passe en 2016 et on n'est pas loin des attentats qui se sont passés en 2015. Donc, c'est intéressant parce qu'on est à fond dans les choses qui se passent aujourd'hui. Et voilà, tout un programme et une deuxième vie.
qui commence pour ce roman. Donc, évidemment, plein de bonnes nouvelles. Question traditionnelle pour terminer, parce que le temps passe vite. Quels sont tes projets? Pareil que Fred tout à l'heure, est-ce que tu as, si le génie de la boîte t'accorde un vœu que tu as en tête pour ce fameux commandant François Chanel? Allez, on va mettre de côté qu'on espère qu'il sera un peu moins misogyne, parce qu'apparemment c'est sur la bonne voie. Mais à part ça, qu'est-ce que tu lui souhaites? Qu'est-ce que tu lui souhaites à ce commandant Chanel, et quels sont tes projets plus sérieusement pour les années qui viennent? Comme je t'ai dit, je suis en train d'écrire le 3e volet du commandant. Alors, j'ai déjà le titre. En exclusivité pour la boîte, je peux vous donner le titre. Ça va s'appeler, il y a un petit jeu de mots dans le titre, donc c'est sympa, ça va s'appeler Scène criminelle. Scène, tu vois, la scène criminelle, celle du crime, et scène criminelle, le fleuve. Le fleuve, la Seine. Et on va retrouver toute une série de cadavres, on va repêcher donc toute une série de cadavres dans la Seine. Et on va en repêcher beaucoup, tu vois. Et au départ, donc l'enquête est, parce que tout ce qui se passe dans la Seine, c'est, tu as une brigade à Paris qui s'appelle la brigade fluviale. Et à partir du moment où il se passe quelque chose au niveau du fleuve, la Seine, c'est la brigade fluviale qui est désignée pour faire l'enquête. Mais là, il y a tellement de cadavres qui s'amoncellent, qui sont complètement débordés, et ils vont faire appel à mon commandant, bien sûr François Chanel, qui va, lui, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais là où c'est intéressant, parce que je suis en train de l'écrire, donc je n'ai pas terminé, hein, donc je n'ai pas trouvé la chute encore. Et là où c'est intéressant, c'est que Chanel va être confronté à des techniques informatiques et il va être complètement dépassé. Et il va faire appel à des jeunes qui vont l'aider à résoudre cette enquête. Et ça, j'aime bien parce que c'est le mélange des générations, tu vois, c'est le mélange des genres. C'est des jeunes ingénieurs qui vont aider le vieux Chanel et c'est vraiment une entraide et j'aime bien ça. Tu vois, j'aime bien le mélange des genres, le mélange des générations, etc. Je trouve ça passionnant parce qu'il y a des échanges, il y a des choses. Et Chanel, il y a un moment donné, c'est un fin limier, hein, il est de l'ancienne école, c'est un taiseux, il connaît beaucoup de choses. Hein, il a du flair, Chanel. Hein, attention, hein, Chanel, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a du flair, mais là, il est complètement dépassé par rapport à ces techniques parce que sur les cadavres, on retrouve absolument aucun ADN, rien du tout, aucune empreinte, rien du tout. On retrouve juste une gomme dans la poche des cadavres. On trouve une gomme. C'est absolument incroyable. Une gomme comme pour gommer quelque chose. Et voilà. Et Chanel est complètement dépassé. Là, il a usé tout le d'aujourd'hui. Il est dépassé. Scène criminelle, c'est pour 2024, si je ne dis pas de bêtises. Avril 2024. Avril 2024, le rendez-vous est pris. D'ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir Exécution, vous pouvez aussi découvrir Commandant François Chanel. Celui-ci, hop, que je vous remontre au passage. On ne se prive pas, vu qu'il est sur mon bureau, voilà, c'est plus facile. C'est passé très vite, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce commandant Chanel. Je te laisse évidemment le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Alors, je souhaite vous dire que si vous voulez retrouver le commandant Chanel, il y a une bande-annonce aussi pour Exécution. Vous tapez juste Exécution, Pascal Marmet et vidéo. Là, vous allez tomber sur la bande-annonce de Exécution. Si vous voulez revoir la bande-annonce qui donne envie de lire le livre de Commandant Chanel, c'est pareil. Et puis voilà, je souhaite une longue vie au commandant Chanel et puis dans les prochaines aventures. Et puis je remercie beaucoup Frédéric parce que c'est la première fois que je faisais cette émission qui s'appelle La Boîte. Mon confrère Salvador l'avait fait aussi. Et j'aime bien parce que Frédéric, il aime bien M+. C'est une maison d'édition dynamique et je crois qu'on va aller loin avec M+, de plus en plus. Voilà. Donc merci à tous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et puis, bon voyage avec François Chanel, parce que ce livre-là, dans le commandant, on part à Colmar, on va à Paris. Enfin, il y a plein de choses à découvrir.